KLG au cœur des préoccupations des particuliers. Club de la finance autrement aujourd'hui avec nos invités traditionnels. Aymeric Préaubert, fondateur de Sycomore Asset Management. Aymeric, bonjour. Bonsoir Jean-François. À côté de vous, Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des gestions chez CPR Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-François. Et de l'autre côté de la table, il est directeur des gestions chez Ecofi, Olivier Guilloux. Bonjour. Bonjour Jean-François. Ecofi qui fête 50 ans. Tout à fait. 1972-2022. 1972, création d'une SICAV, Invest Valeur, qui existe toujours sous un autre nom. Épargnétique flexible. Et donc c'est une longue histoire, une belle histoire. Bon, eh bien on fêtait le petit jeune l'an dernier, c'était pour les 20 ans de Sycomore. Alors, on va parler donc de l'ESG au cœur des préoccupations des particuliers, c'est notre titre. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger d'un point de vue réglementaire. Normalement, cet été, ça sera au mois d'août. Ça aura une incidence pour vous, conseillers en gestion de patrimoine, notamment dans la présentation des offres ESG. On va revenir dans quelques instants. Il y a deux sujets d'actualité que je voudrais qu'on traite également. Un qu'on va garder pour la fin, qui sera quand même un peu votre sentiment sur ce qui est en train de se passer sur les marchés, parce que ça bouge pas mal. Et au début, on ne peut pas ne pas en parler. L'affaire Orpea. Donc, le sujet de l'affaire Orpea, ce n'est pas de rentrer dans le dossier en tant que tel, c'est quelque part de voir le problème que pose la notation extra-financière et quand elle se trouve, puisqu'on a tous le sentiment qu'on s'est un peu trop à la place, c'est un peu troué sur ce sujet-là. Aymeric, comment vous voyez ce qui s'est passé? Alors c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. Commençons par Orpea et puis ensuite on parlera effectivement peut-être des limites de l'ESG. Mais en ce qui concerne Orpea, il faut quand même remarquer qu'il y avait un certain nombre de sujets de gouvernance. Chez nous, chez Orpea, n'avait pas vous savez qu'on a une méthodologie qu'on a développée il y a maintenant 20 ans. Orpea ne faisait pas partie des meilleurs élèves, loin de là. Donc le premier point, c'est qu'il y avait de manière identifiée un certain nombre de sujets de gouvernance. Le second point, c'est avait-on saisi l'ampleur du problème? Je vais vous répondre non. C'est certain qu'il y a des pratiques qui sont évidemment plus que condamnables et même scandaleuses. Ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, que l'ESG nous aide, et ça nous avait aidé par exemple à l'époque de l'affaire Volkswagen. Nous n'avions pas de Volkswagen et c'était pour des raisons de gouvernance. Ce n'était pas pour des raisons de trucage de moteurs, je ne vais pas refaire l'histoire, mais la gouvernance pêchait et ça nous avait permis d'éviter cet accident. Maintenant, je ne vais pas dire l'ESG, c'est au cœur de notre démarche, donc j'en connais bien la force, mais aussi les limites. Ce n'est pas l'ESG qui va nous alerter, malheureusement, sur l'ensemble des problèmes, l'ensemble des zones d'ombre, et on peut toujours progresser, et effectivement, ce n'est pas la recette miracle. Maintenant, je pense c'est quelque chose d'assez récent, l'ESG, et qu'il y a énormément de méthodologies à unifier, à faire progresser. C'est quelque chose qui doit se structurer. Je pense que tout le monde en parle et tout le monde en fait, et c'est très bien, mais c'est quand même relativement récent. Et puis, dernier point, même dans l'analyse financière qui existe depuis, je dirais, des dizaines, voire des centaines d'années, parfois on passe à côté de choses majeures. Il y a eu aussi des scandales financiers liés à des comptes manipulés. Donc on peut aussi manipuler les données ESG. Puis le dernier point, excusez-moi d'être un peu long, mais c'est un sujet qui est quand même très important, c'est que, dernier point, quelle est la validité de cette enquête? Je ne me remets pas en cause le livre Les Fossoyeurs, qui évidemment est étayé, il y a eu des rencontres, donc je ne vais pas dire que c'est faux, pas du tout. Je veux dire que c'est à charge. Donc il faut aussi regarder ce qui a été fait, il faut aussi écouter l'autre version. Et si je dis cela, c'est que j'ai été assez, pour le coup, je peux dire choqué, de la réaction qui s'est produite sur Korian. Parce que dans 2 ou 3 semaines, une journaliste, Élise Lucet, va faire des révélations fracassantes sur Korian dans Cash Investigation.
Je n'ai pas vu le documentaire. La seule chose que je dis, c'est que nous avons contacté évidemment Korian immédiatement. On connaît bien sa dirigeante et franchement, c'est quelqu'un qui est extrêmement lucide, transparente. Et elle a bien fait remarquer que chez Korian, les choses n'étaient pas pareilles. Elle ne se reconnaissait absolument pas dans les pratiques d'Orpea. Deuxièmement, elle avait demandé à pouvoir participer en direct à cette émission qui va se produire dans quelques semaines. Donc pas de montage, pas de coupe, pas de préparation, en direct. À condition, bien sûr, d'avoir visionné les éléments à charge pour pouvoir y répondre. Et le journaliste qui fait ça n'a pas répondu. Donc ça met un petit peu... Et enfin, pour conclure, il y a certainement des mauvaises pratiques, c'est une évidence. C'est un secteur hyper compliqué, c'est difficile de recruter. Et les pratiques sont sont encore pires dans le private equity. Encore pire parce que c'est pas regardé et ce sont les valeurs cotées qui souffrent et au-delà de ça, tout l'écosystème, il y a quand même un rôle social sur ces établissements. Bon, juste, vous avez été un peu long, je pense que je vais vous couper au montage. Moi, je rigole parce que pas de problème. Parce qu'on est en direct. Mais le dossier est grave, on va le traiter, mais on a le droit aussi de faire des clins d'œil et de prendre les choses. Est-ce que, Olivier Guillou, vous avez le sentiment, on touche un acteur qui est un acteur important sur lesquels les entreprises françaises ont des positions fortes au niveau européen, au niveau mondial. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura un avant et un après Orpea ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un dossier qui est assez emblématique parce que, comme l'a dit Aymeric, ça montre les limites de l'ISR. Mais encore une fois, je pense que pour nos éditeurs, c'est important de préciser un peu la façon dont on analyse les sociétés. Les sociétés sont analysées sur la base de données publiques, donc des rapports annuels qui bénéficient de certification. Donc ça pose aussi la question des contrôles sur ce type d'entreprises, qui sont des entreprises à secteur régulé. Donc voilà, donc nous, à partir des données, effectivement, on a des équipes dédiées qui travaillent sur les rapports des entreprises. Et donc, grâce à ces rapports, on peut effectivement engager un dialogue sur les entreprises et on questionne les entreprises. Donc ce dossier est emblématique parce qu'effectivement, s'il s'avérait que l'entreprise, et on soulignait les problèmes de gouvernance, avait négligé notre qualité d'investisseur, notre qualité au titre de nos clients, pour demander des précisions, d'avoir des rapports exacts, des indicateurs d'impact sur l'entreprise, ce serait quelque part une remise en cause de notre organisation qui, comme l'a dit Aymeric, n'est pas standard. Mais je pense que c'est important effectivement de ne pas lâcher et donc d'être présent auprès de ces entreprises pour justement aller au bout des choses et ne pas éviter certains secteurs sous prétexte que c'est des secteurs à problème. Le secteur, en fait, c'est quand même un secteur qui est très important compte tenu du vieillissement de la population. C'est des secteurs qu'on investit puisqu'on a des thématiques dans nos fonds qui sont liées au vieillissement de l'homme, au vieillissement de la population. C'est également un sujet d'emploi pour la France, sur les territoires. Et puis, c'est un secteur de croissance qui n'est pas cyclique. Donc, voilà, c'est très important d'avoir des éléments mais on n'est pas enquêteur. On n'est pas enquêteur, on n'est pas inquisiteur. Il y a des enquêtes qui sont en place. On attend que les enquêtes se passent et on évoluera dans le sens de... Et puis, je dois dire aussi qu'on participe à des actions de place. Récemment... on a participé à une action justement un groupement auquel participait Aymeric, et je crois que c'est le représentant français, pour justement mettre en place des questionnements auprès de ce type de secteur, et particulièrement sur Orpea. Il y avait des engagements qui avaient été pris en novembre. Donc c'est quelque part une très très mauvaise surprise. Ok, moi je retiens deux choses. Un, il peut y avoir des ratés, comme dans tout sujet, donc ça c'est le premier sujet que j'ai entendu. Deuxièmement, il y a des questions autour de la communication des entreprises et du contrôle de la communication extra-financière des entreprises. Arnaud Faller, je me retourne vers vous. Petite question, puisqu'on parlait de notes ESG, alors on a entendu parler de notes de controverse, notes d'ESG, c'est pareil, c'est différent. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le sujet ? C'est vrai qu'il y a des analyses de la part des grandes agences sur l'ESG stricto sensu, et parfois il y a des analyses de controverse. Et c'est vrai que là,
Il y a plusieurs agences de controverse qui n'ont pas vu tout de suite la chose. Évidemment, derrière, au bout d'une semaine, c'est sûr. Mais on ne peut pas dire là non plus que la controverse a été vue ex ante. Mais je reviens à ce qu'évoquait Émeric. C'est, en gros, il faut se rappeler que dans ESG, la gouvernance, en termes de risque, c'est la dimension la plus importante à regarder parce que tous les grands accidents sont venus sur la partie gouvernance. Il y avait Volkswagen, on peut rappeler aussi Steinhoff, qui là était très bien vu par les agences. Hein. En l'occurrence, c'était, faut rappeler, hein, c'est le holding de contrôle de Conforama, et qui avait une gouvernance qui était vraiment pas bonne, alors que les agences de crédit, au passage, la notaient plutôt bien, hein, en triple B. Et cette fois-ci, c'est les agences de crédit qui n'avaient pas vu la chose, alors que les agences extra-financières l'avaient bien vu. Ok, allez, on en tirera donc, on suivra ce qui va se passer, puisqu'effectivement, visiblement, il y aura de nouvelles choses qui vont sortir. On revient maintenant au cœur de notre sujet, qu'a l'ESG au cœur des préoccupations des particuliers. Arnaud, tiens, je vais rester avec vous. Changement de réglementation pour la distribution, MIF 2, qui prévoit de changer les questionnaires clients. Est-ce que vous pouvez, de manière assez synthétique, nous dire ce qui doit se passer cet été? Oui, à partir de août prochain, donc on va maintenant interroger, les distributeurs vont devoir interroger leurs propres clients sur leurs préférences en matière de durabilité. Donc il va y avoir un questionnaire ad hoc et évidemment dans le conseil et la déclaration d'adéquation, on va dire si oui ou non la proposition de ESG correspond aux besoins du client ou pas. Donc c'est important, ça joue dans 3 dimensions qui sont cumulatives. Donc, 1, la taxonomie. Est-ce que oui ou non, l'épargnant souhaite que les actifs durables soient pris en compte et à quelle hauteur? 2, les actifs durables. Donc ça, quand on dit la taxonomie, ça va nous ramener quoi? Ça va nous amener vers SFDR en disant est-ce qu'il faut qu'on lui propose un produit qui est en 8 ou qui est en 9? Eh bien alors, entre guillemets, c'est le charme de la réglementation européenne, c'est à côté, c'est en plus. Ouais. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence. On va parler du G de la gouvernance européenne. Il n'y a pas d'équivalence entre aujourd'hui, hein, le questionnaire et les articles 6, 8, 9 directement. Et on verra comment on peut articuler les choses, mais pour être très clair, aujourd'hui, un haut degré de taxonomie n'est pas forcément équivalent à l'article 9. Ensuite, donc le 2, à côté de la taxonomie, il y a une dimension actif durable. Donc là aussi, il faudra interroger l'épargnant pour savoir s'il veut un degré petit, moyen, fort, par exemple, d'actifs durables. Et troisièmement, il faudra tenir compte des PAI, Principal Inverse Impact, les incidences négatives en français. Et donc ça, aujourd'hui, il y a 14 déjà indicateurs clés. Alors ça peut être la différence de rémunération homme-femme, le nombre de femmes au board, ça peut être évidemment des KPI liés à l'intensité carbone, etc., à l'eau. Et donc il faudra que les sociétés de gestion, d'abord fassent preuve de pédagogie, parce qu'évidemment c'est bientôt août, et on est prêt pour accompagner effectivement les distributeurs. Et 2, intègrent d'ores et déjà dans leur gestion l'ensemble de ces dimensions. Évidemment, la partie active durable, c'est déjà le cas pour la plupart. En revanche, la taxonomie, pas encore. Et puis 3, pardon, le principal inverse impact, c'est pas encore le cas pour tous. Donc il y a encore un peu de travail. Ok, alors on va regarder ça. On va regarder justement, puisqu'on va interroger les épargnants pour savoir ce qu'ils veulent, on va essayer de leur trouver des produits qui vont. Avant, juste si on est dans les textes européens, taxonomie européenne, on a enfin décidé sur le sujet qui n'était pas traité, qui était l'énergie, où il fallait qu'on traite, on décide ce qu'on faisait du nucléaire et ce qu'on faisait du gaz. Des décisions ont été prises. Olivier Guillou, vous en pensez quoi de la position qui a consisté à dire que le nucléaire était considéré comme étant vert et que le gaz est vert transitoire? C'est la décision de la Commission européenne. Donc il y a eu des débats assez tendus. Je crois même que les Allemands réfléchissent à poser un recours. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Mais encore une fois, il y a 2 dimensions dans cette affaire. Il y a une dimension qui est proprement liée à la décarbonisation de l'économie. Donc le nucléaire, sous cet angle, est admissible. Et après, il y a une autre dimension qui est effectivement la notion de déchet nucléaire qui peut heurter. Et donc c'est 2 choses différentes. Voilà, donc il y a eu un compromis qui est fait. Je crois que ce compromis, compte tenu du niveau des prix de l'énergie et de ce qu'on connaît, on en discutera tout à l'heure sur la hausse des prix d'inflation, est plutôt un compromis utile dans l'environnement actuel. Émeric ? Concernant cette taxonomie, on connaît l'opposition systématique
des Allemands depuis longtemps, et ça s'est accentué avec la crise de Fukushima il y a maintenant un peu plus de 10 ans, à l'énergie nucléaire. Donc c'est pas nouveau, et c'est une position dogmatique et non pas pragmatique, ce qui est assez rare entre nous chez les Allemands. Donc ce choix, moi, il me paraît un choix naturel, parce que si on veut réduire le CO2, il n'y a pas 20 000 solutions à court terme, et le nucléaire, bien sûr, fait partie de la solution. Alors peut-être pas à horizon 150 ans, mais pour les 30 prochaines années, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Tous les observateurs sérieux en conviennent. Ensuite, en ce qui concerne le gaz, comme vous l'avez dit, c'est effectivement, je trouve, justifié, à condition que ce soit transitoire. C'est le terme que vous avez utilisé. Et effectivement, cette inclusion du gaz aux subventions ou au financement vert est soumise à de très nombreuses conditions, et à juste titre, avec des objectifs d'émissions qui sont en réduction constante. Donc ce n'est pas un blanc-seing donné au gaz, mais notre position est de dire oui, il fallait le faire, c'est ce que je pense, parce que dans la période qui vient, disons, parlons des 15, 20, 25 prochaines années, on a besoin de ces énergies pour faire la transition avec le renouvelable. Arnaud Faller. Oui, c'est une histoire de tragédie des horizons. Hein. Donc c'est clair qu'il faut d'abord passer 2050, et donc avec des caps, et le nucléaire permettra de passer ce cap, parce qu'on en a besoin, sinon on n'arrivera pas à avoir une trajectoire net zéro. Et évidemment qu'on a en tête malgré tout qu'un jour il faudra traiter comme il faut les déchets nucléaires. Mais encore une fois, il faut d'abord, l'urgence climatique, c'est d'abord le CO2. Alors juste au passage, en termes de réglementation, donc c'est passé, la Commission européenne l'a acquis comme ça. En revanche, le Conseil européen, ça devrait passer. Il restera quand même le Parlement. Donc, c'est pas encore 100% sûr que le texte actuel soit adopté par le Parlement. Ok, je vous challenge, puisque en fait, on va devoir poser des questions aux épargnants, quand on va les voir pour leur faire des propositions, sur ce que vous venez de me dire, Arnaud. Est-ce qu'on a besoin de passer 2050 ? Est-ce qu'on n'est pas très loin du discours des épargnants ? Est-ce que, Aymeric, est-ce que finalement, on a plutôt envie d'avoir des mesures pour demain, pour après-demain ? 2050, mais c'est une génération et demie. Alors là-dessus, vous prêchez un convaincu, parce que c'est un de mes grands chevaux de bataille depuis pas mal de temps, de dire c'est très bien d'avoir une vision 2050, sauf que celui qui la présente et celui qui la reçoit ne seront probablement plus là aux manettes pour vérifier si ça a été réalisé ou pas. Donc ce sont des promesses en l'air, et je trouve qu'il faudrait beaucoup mieux avoir des engagements peut-être plus modestes, mais quantifiables, mesurables et sanctionnables s'ils ne sont pas atteints sur des horizons beaucoup plus courts. 2025, 2028, on ne va pas passer sur un claquement de doigts au net zéro. Il y a des étapes très très importantes à passer, et même si certaines entreprises font le travail, globalement, je trouve qu'il y a une espèce d'obsession pour le 2050. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais on ne voit pas très clairement le chemin, en tout cas pour l'ensemble des parties prenantes. Ok, alors, que veulent les épargnants ? Olivier Guillou, je me tourne vers vous. Je disais tout à l'heure que Ecofi fête ses 50 ans. Première SICAV lancée il y a 50 ans, première SICAV que vous venez de relooker, de repackager. C'est sa petite sœur qu'on a relooké. Mais... Alors, ce relooking, aujourd'hui, quelque part, il correspond à la vision que vous avez des attentes des investisseurs. Vous avez cherché à faire quoi ? Oui, en fait, c'est intéressant en fait, de revenir au débat sur l'ESG, la transition climatique. Et aussi les labels, en fait. La difficulté qu'on a, c'est que lorsqu'on parle climat, on associe ce mot à une trajectoire 1,5 degré. Or, les labels Greenfin, qui sont construits autour d'éco-solutions, ne garantissent pas qu'on ait un portefeuille 100% aligné, parce qu'on s'adresse à des entreprises qui sont de taille intermédiaire et qui ne sont pas forcément dans ce cadre d'alignement sur la trajectoire 1,5 degré. Et donc, il y avait ce petit hiatus à réconcilier. Et donc, il nous a paru intéressant, en fait, d'aller au bout de la logique, en fait, en proposant d'un côté un fonds qui est géré sur des critères ESG les plus forts chez nous, et puis d'un autre côté, avoir un fonds qui est 100% aligné. Donc l'ensemble des valeurs qui sont dans le portefeuille sont alignées sur la trajectoire 1,5 degré SDS. Ok, donc le produit, il a vocation à respecter cette trajectoire. Je disais que c'est un produit qui a été repackagé, ce qui veut dire que vous aviez un portefeuille à l'origine. Vous l'avez repackagé en définissant un certain nombre de nouveaux critères dont vous avez un portefeuille après. Qu'est-ce qui a dégagé ?
Alors l'idée en fait de ce portefeuille, en fait, c'est de proposer un investissement qui soit le plus proche possible en termes d'espérance de rendement d'un indice large du marché européen des actions, en essayant de contrôler la tracking error. Et donc on a basculé d'un fonds qui était purement ISR sur un fonds qui a deux composantes, la composante ISR qui est gardée et la composante alignement à 1,5 degré. Et donc je reviens à ma question, qu'est-ce que vous avez dégagé? Donc la traduction concrète, ça a été en fait, on a mouvementé à peu près 30% du portefeuille qui est sorti, donc qui a été éliminé. Dans ces 30%, évidemment, on a des secteurs qui sortent. Donc il n'y a pas un impact fortement très fort, mais il y a un impact qui est significatif. Donc on va retrouver les usuels suspects, ce sont l'énergie, les utilities et les basiques matériels. Donc ça, c'est des secteurs qui, globalement, dans leur majorité, enfin dans l'ensemble des titres qui sont dans ces secteurs, en fait, ne proposent pas un alignement actuellement à 1,5 degré. C'est-à-dire qu'elles sont pas dans la trajectoire. Donc il y a un phénomène de rebalancement. En fait, on va rehausser d'autres secteurs, notamment le secteur financier qui ressort mieux sur ces aspects-là et donc qui remonte un peu dans la balance sectorielle. Ok, donc l'approche chez vous, c'est d'avoir un portefeuille aligné sur la trajectoire 1,5. Arnaud Faller, est-ce que pour vous, les particuliers, ils veulent de l'ESG en général dans leurs préférences, ou est-ce qu'ils veulent, ils ont des coups de cœur parce qu'ils veulent des choses particulières, et quel point va avoir l'impact dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent simplement faire un investissement, ou est-ce qu'ils vont nous dire, moi, je veux qu'on me rende des comptes? Et donc, effectivement, on a lancé un troisième baromètre, on le fait chaque année, et cette fois-ci, on a interrogé à la fois les épargnants et les conseillers. Et le constat est le suivant. D'abord, du côté épargnant, il y a encore 2/3 qui pensent en progression que l'investissement responsable est nature à renforcer la confiance qu'ils ont dans leur épargne. Et je trouve que quelque chose qui est très bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, à 64%, ils mettent au même niveau l'impact avéré de leur portefeuille avec la performance financière. Il n'y a plus opposition entre les deux. Et alors, quand on les interroge en termes de thèmes d'investissement, parce qu'ils sont évidemment, c'est tout de suite plus concret, d'abord, c'est évidemment les thèmes liés à la lutte contre le réchauffement climatique, qui arrive assez loin devant. Derrière, pas loin, il y a le thème de l'éducation au sens large, qui arrive, et ensuite le thème de l'emploi. Et il nous semble qu'effectivement, c'est conforté aussi quand on a interrogé les conseillers, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine ou des banquiers privés, où là, ils se sentent de plus en plus à l'aise sur le monde ESG, clairement. C'est-à-dire que c'est plus du tout un effet de mode, c'est un mode de conviction. Ils sont à 71%, ils se disent très à l'aise sur la partie. Et les thèmes, c'est les mêmes. Donc, la lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, juste au passage, il nous semble qu'une des réponses, évidemment, on a lancé des fonds climat il y a longtemps, parce que c'est évidemment le risque numéro 1. On l'a complété avec un fonds sur l'hydrogène. Dans la case pour lutter contre le réchauffement climatique, l'hydrogène, et là, l'Europe pourrait vraiment jouer le lead à travers le monde, et avec un certain succès, parce que déjà lancé le 30 novembre, on a déjà 400 millions d'euros en cours. Aymeric Préaubert, chez vous aussi, le choix a été fait d'avoir des produits qui sont thématiques. Est-ce que vous considérez que c'est plus facile de travailler sur des thématiques par rapport aux clients, parce que c'est plus concret, et qu'est-ce qui a tendance à fonctionner le mieux aujourd'hui? Je pense que l'idée de développer les thématiques chez Sycomore, c'est d'une part effectivement répondre à une attente des clients, comme vient de le dire Arnaud, évidemment qu'il y a une attente de performance, c'est une évidence, mais il y a aussi une attente qu'on pourrait qualifier de sens, et ça doit être assez équilibré, tout comme nous-mêmes, et nous le disons depuis longtemps, nous souhaitons investir dans des entreprises performantes. Évidemment, on est là pour rechercher de la performance, mais on n'a pas une obsession pour dire qu'une entreprise doit travailler exclusivement pour ses actionnaires. Une entreprise doit travailler pour ses actionnaires, mais elle doit travailler aussi pour ses salariés et plus largement pour toutes les parties prenantes. Et c'est ça qui, à notre avis, fait une entreprise performante dans la durée. Donc il y a d'une part cette demande de nos clients, et d'autre part, si on a développé des fonds thématiques, c'est parce qu'on est convaincu que c'est là que se situe la croissance pour les 20 prochaines années. Et on veut investir dans des sociétés ou des secteurs qui vont se développer, qui vont devenir de plus en plus importants. Donc les deux intérêts se rejoignent. Alors les thématiques sont très nombreuses, parce que l'ESG, ça regroupe énormément de choses différentes. Je dirais que les grandes thématiques, c'est ce que nous ressentons de la part de nos clients, et c'est ce que nous leur proposons, c'est évidemment le climat. C'est un enjeu évidemment stratégique majeur, et donc on a ce fonds éco-solutions. Je pense également
à la notion d'éducation qui vient d'être citée, puisque là, il y a beaucoup moins d'offres de fonds, et nous avons lancé l'an dernier un fonds Global Education. Je pense ensuite, et je citerai 4 grands thèmes. Le troisième thème, c'est celui qui est assez large l'impact sociétal positif. Alors on pourrait faire toute une émission là-dessus parce que ça regroupe beaucoup de choses différentes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, nous avons développé des méthodologies pour quantifier qu'est-ce qu'un impact sociétal positif et qu'est-ce que ça veut dire par secteur. C'est pas la même chose dans la mobilité, dans la santé, dans l'alimentation, etc. Donc ça, c'est le troisième thème, l'impact sociétal positif. Et il y a un dernier thème qui, intéresse nos clients et les intéressera de plus en plus. C'est un thème sur lequel nous commençons à travailler, enfin, ça fait déjà quelques années, mais la démarche est en cours, c'est celui, plus largement, des droits humains. Donc ça, c'est un grand chantier. On a des exemples très simples en tête, les Ouïghours en Chine, mais ça va bien au-delà de ça. Ce sont les conditions de travail des enfants dans certains pays. Et je pense que c'est un sujet majeur parce que beaucoup des grandes sociétés dans lesquelles nous ne sommes pas naïfs, ni pusillanimes, beaucoup des grandes sociétés dans lesquelles nous investissons sont mondiales et sont implantés dans des pays qui n'ont pas les lois sociales ou les lois du travail que nous pouvons connaître en Europe, par exemple. Et je pense que le rôle d'un actionnaire, c'est aussi, ça sera par petits pas, on ne va pas faire changer les règles en Birmanie en 2 jours, mais si nous, on commence par demander des comptes sur les conditions de travail de ces grandes entreprises dans des zones où le droit du travail est vraiment très 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 limite, c'est un moyen de progrès. Et je parlais du travail des enfants, mais ça peut être chez nous des sujets aussi d'égalité hommes-femmes en termes salariaux. On est membre d'un club qui s'appelle le club 30%, qui vise à obtenir d'ici 2025 30% de femmes dans les COMEX du SBF 120. Donc je pense que c'est très bien de parler d'un 20 000 km, mais il faut aussi regarder chez nous, il y a plein de choses à faire. Vous avez acheté du Orange. Donc, je n'ai pas les chiffres d'Orange en tête, mais pourquoi pas. Ça marche bien en ce moment en plus. Ok, question. Juste, je voudrais. Question sur votre label. Je vais lancer très rapidement parce qu'il est 50. Je vais lancer quand même un petit débat sur le sujet des labels. Dans votre baromètre, les conseillers, ils pensent quoi du label? Ça leur plaît ou ça leur plaît pas? Ça leur plaît beaucoup. À 80 ou 90%. Ok, et les clients, ça leur plaît ou ça leur plaît pas? Les conseillers disent oui au label, mais ce n'est pas suffisant. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Les conseillers, ils veulent aussi que les gestions intègrent des mesures concrètes dès la construction de portefeuille et que les reporting ex post, oui, dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, la note moyenne ESG. Ils veulent, et d'ailleurs, c'est un frein que les conseillers nous disent aussi, on veut des mesures concrètes, on veut comprendre comment vous faites, et donc, effectivement, il faut avoir des mesures, que ce soit sur l'eau, sur le nombre de femmes au board, sur le nombre de femmes managers, dès la construction de portefeuille. J'entends ce que vous dites, mais moi, mon sujet aujourd'hui, c'est les préoccupations du client final. Quel conseiller en face de lui? Parce que les choses vont changer donc à partir du mois d'août. Donc, Arnaud Faller, que vous dit votre baromètre sur la perception des clients, des labels? Sur les épargnants eux-mêmes, c'est vrai qu'eux, ils ont un doute sur effectivement si le label, oui ou non, est de nature à renforcer la confiance. Mais est-ce que ça ne vient pas simplement de la polémique qu'il y a eu sur le label il y a quelques temps et que ça peut s'estomper? Olivier Guillou, votre sentiment là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut répondre aux épargnants sur les labels? C'est bien, c'est pas bien? On a commencé avec Orpea en disant rien n'est parfait et donc on peut avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut dire sur les labels? Non, c'est ce qu'on disait déjà dans de précédentes émissions. Je crois que le label a son utilité. C'est plutôt, ça renforce un peu l'appréhension des investisseurs par rapport à quelque chose qui est normé, qui est contrôlé. Donc c'est plutôt un aspect positif et je dirais même que, à ma grande surprise, certains investisseurs additionnels s'y intéressent un peu plus qu'avant. Aymeric, question label. On sent bien, là on a notre label franco-français qu'on essaie de monter en puissance parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des enjeux européens. Les labels européens, ils se valent, ils vous plaisent parce que vous cherchez à faire une distribution européenne, vous ne cherchez pas à faire qu'une distribution française, donc vous regardez ça? Les labels, déjà, je pense que c'est utile parce que ça donne, déjà, ça nécessite une forme de transparence et ça édicte des règles que tout le monde doit suivre, donc c'est utile. Ensuite, comme toute règle, elle peut être contestable, contestée, et effectivement, certains labels, à mon avis, sont un peu extrémistes ou un peu court-termistes, courte vue.
quand dans des labels autrichiens, par exemple, on exclut le nucléaire, je ne suis pas du tout d'accord avec cette position-là. Donc, bien sûr, les labels sont utiles. On s'y conforme dans un certain nombre de fonds parce qu'on est là pour répondre aux attentes de nos clients. Mais on a aussi des fonds non labellisés parce qu'on ne fait pas les choses uniquement pour se conformer au label, mais pour mettre en avant ce à quoi nous croyons. Donc, on va conserver les deux. Puis, dernier point. Je ne sais pas si on avait prévu d'en parler, mais il y a eu une mission qui a été commandée par Bruno Le Maire à Yves Perrier, le patron d'Amundi, sur une question très simple mais très centrale, comment décarboner des portefeuilles. Et Yves Perrier est censé d'ailleurs remettre son rapport à la fin du mois de février. Et absolument. Donc il y a une très large consultation, donc des asset managers, mais pas seulement, des autorités de place et des industriels polluants, c'est ça qui est intéressant, pour voir comment concrètement ce qu'on peut faire. Et la réponse est double. Un, il faut peut-être être beaucoup plus pragmatique que ce que certains labels sont aujourd'hui. En gros, acheter que des boîtes vertes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut acheter le brun qui va devenir vert. Hein, c'est peut-être une évolution qui doit entrer dans les labels. Hein, ça, la question est en suspens. Et puis, aussi, il faudrait unifier les instruments de mesure, puisque ça, c'est un sujet très, très vaste, mais c'est très important. Je crois qu'Emmanuel Faber est en train de travailler là-dessus dans sa nouvelle vie. Et puis parler d'une voie unique. Je pense qu'un label européen, alors c'est peut-être un peu pieux, mais ce serait plus utile. On reste quand même au plan mondial pas très gros par rapport aux Américains et essayer d'unifier ce corps de règles. Et certainement, en tout cas, c'est un axe que devrait recommander M. Perrier. Arnaud Faller, vous allez dire que je vais abuser, mais j'ai encore posé une question sur votre baromètre. Les CGP, le pourcentage de gens qui proposent des produits ESG, c'est combien et ça évolue comment ? Donc effectivement, c'est encore une fois, c'est devenu une offre de conviction puisque l'offre, elle est proposée de manière naturelle par 61% des conseillers et en hausse très nette par rapport à l'an dernier, 52% l'an dernier, et encore plus fort par rapport à il y a 2 ans où c'était uniquement 28%. En fait, franchement, c'est devenu un marché de l'offre. Les conseillers maintenant sont très à l'aise et peuvent répondre à la demande des épargnants. Olivier Guillou, je vous pose la question. Vous, chez Ecofi, c'est des sujets que vous traitez depuis très longtemps. Est-ce que cette évolution de la réglementation, après l'évolution de la réglementation qu'il y a eu au niveau des institutionnels, vous vous dites que c'est la bascule et où aujourd'hui, très clairement, l'ESG va devenir mainstream pour l'investisseur final en particulier ? Oui, en fait, je m'en suis aperçu il y a 2 ans à l'occasion de Patrimonia, où je pense que là, ça a été un marqueur très fort. J'ai senti effectivement il y avait une forte attente et on était en voie de passer le mainstream. Mais encore une fois, c'est la difficulté pour l'investisseur, le sélectionneur de fonds, c'est de comprendre un peu quels aspects recouvrent précisément, quel est le travail qui est conduit par la société de gestion et quelles sont les attentes et la façon dont chacun appréhende, puisque ce n'est pas des analyses normées. Allez, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là et qu'on vous retrouve 3 fois dans l'année ou 4 fois dans l'année, d'ailleurs je ne sais plus, 3 fois dans l'année, oui, dans cette émission. On va clore parce qu'il est 56 et j'ai quand même un dernier sujet parce que je voudrais quand même qu'on l'aborde. C'est ce qui est en train de se passer sur les marchés. Et pourquoi ? Parce que je vous écoute depuis déjà un certain temps, pas que dans cette émission, mais également dans les précédentes. J'ai entendu parler de climat, de tout un tas d'activités qui étaient des thématiques, des méga-tendances durables, donc des sociétés de croissance, donc des sociétés qui sont susceptibles d'être affectées par des remontées de taux d'intérêt. Comment vous voyez les marchés ? Comment vous adaptez aujourd'hui vos portefeuilles à l'environnement de marché sur ces critères ESG ? Arnaud Faller. Donc d'abord, sur l'environnement, effectivement, il nous semble que les banquiers centraux seront clés pour l'année 2022. On voit bien que déjà la Fed le fait, puis la BCE la semaine dernière. Il nous semble que les taux sont appelés encore à monter, mais que si les banquiers centraux préparent le terrain, c'est-à-dire en gros quelle est la cible finale de hausse des taux, les marchés pourront très très bien absorber, parce que dans l'absolu, encore une fois, les taux américains, même à 2, c'est pas très. Le taux 10 ans, ça reste bas. Il faut juste se rappeler en zone euro que là, on anticipe, effectivement, les marchés anticipent 50 points de base de hausse des taux de la part de la BCE. Ça fait revenir juste à 0. Le 0, on est encore loin de la normalité, si on peut dire. Donc, la question, c'est est-ce que oui ou non, il y aura une visibilité de la part des banquiers centraux et donc les marchés pourront accepter.
la Fed, encore une fois, le fait doucement, le message depuis novembre, il change. Pour l'instant, ça n'a pas été encore, ça va, on a corrigé un peu, mais c'est rien par rapport à 2021. Donc, les valeurs de croissance, pour revenir, parce que c'est vrai que c'est celles qui est le plus entamées, qui peuvent être le moins favorisées par les hausses des taux. Pour l'instant, effectivement, il faut y aller plus doucement, il faut y aller en gros, plutôt fractionner les investissements, encore favoriser la zone euro au détriment de la zone US, plus de valeur value au moins pour le premier semestre, mais de manière générale, les valeurs de croissance vont revenir après, parce que la croissance macro, y compris 2023, on fait partie de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de ralentissement. Le marché du travail est très fort aux États-Unis, la consommation pourra revenir, et donc revenir dans un deuxième temps sur les valeurs de croissance pour un horizon d'investissement classique de 3 ans, il n'y a aucun problème. Olivier Guilloux, votre sentiment là-dessus, les portefeuilles chez vous sont plus européens, et j'ai envie de vous poser la question, vu la conférence de presse de la BCE l'autre jour, est-ce que Christine Lagarde est un peu plus brusque que Jérôme Powell ? Non, enfin, c'est un épiphénomène finalement, la conférence de presse de la semaine dernière, enfin, puisqu'on pense que le discours a été mal calibré. La thématique de cette conférence, c'était justement le recalibrage de la Banque centrale, et il se trouve qu'ils n'ont pas très bien calibré leur discours. Mais globalement, la tendance est là. La vraie question, en fait, c'est le timing, la rapidité des actions annoncées. Et là-dessus, je pense qu'il y a une suranticipation par rapport à un scénario de remontée agressive des taux en Europe. Les taux vont remonter, mais il n'y a pas la capacité de remonter de manière agressive. Sauf à penser qu'effectivement, pour combattre les prix de l'énergie, il faudrait monter les taux. Effectivement, si c'est l'analyse, je pense que les marchés seraient très très mal orientés par rapport à ça. Mais je ne pense pas qu'on ait fait tout ça depuis X années pour en arriver là. Donc vous continuez à privilégier des valeurs de croissance avec du pricing power, c'est en fait, un des éléments que vous aimez bien ? Oui, non, il y a une baisse de valorisation naturelle sur les valeurs de croissance, puisqu'il y a 2022, on avait qualifié l'année comme année de transition. Donc effectivement, c'est une année de transition. Il y a un réajustement, un dérating quelque part des valeurs. Après, ça reste sur une histoire de croissance. Je rappelle que pour la croissance française, on attend 4%. Dans le monde, c'est 4,4. C'est 2 fois... Enfin, en France, c'est peut-être même plus. Aux États-Unis, c'est 2 fois la croissance potentielle. En France, c'est plus. Donc, il y a un petit ajustement à court terme, mais la photographie ne change pas drastiquement sur l'horizon de l'année, sauf à imaginer, effectivement, des politiques monétaires plus agressives, surtout en termes de timing, de rapprochement des opérations que d'amplitude, puisque le marché price globalement ce qu'on attend aussi. Aymeric Préaubert, comment on réagit dans cet environnement ? Alors déjà, les taux remontent. J'allais dire enfin. Pour moi, tant qu'on reste dans les niveaux actuels, et même si on augmente aux États-Unis, le 10 ans augmente de 50 ou 100 points de base encore, je ne dis pas dans les 3 mois qui viennent, mais à terme, on ne sera pas dans des zones extrêmes. Et ce qui est extrême à mes yeux, c'est ce qu'on vient de vivre depuis quelques années, avec des taux négatifs, des territoires absolument du jamais vu. Donc ça, c'est le premier point. Mais effectivement, on sait très bien que les marchés, quand il y a un changement de paradigme, ils réagissent mal, et c'est pas nouveau, c'est toujours la même chose. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'on avait atteint des écarts extrêmes entre une partie de la cote, les valeurs de croissance, et surtout d'hypercroissance, et j'y reviendrai juste après, et ce qu'on peut appeler value. Et il y avait des valeurs, mais à des prix absolument bradés. Donc ça ne me paraît pas anormal que ça commence à se revaloriser, et je pense que le phénomène n'est pas terminé. Donc ça, c'est des valeurs dont personne ne voulait, qui étaient totalement écartées, enfin pas personne, mais qui étaient vraiment très très hors de mode. Donc ça, là aussi, je ne vois rien de choquant dans ce rattrapage qui, je pense, ne se fera pas linéairement, je l'avais déjà dit il y a quelques mois, mais qui, à mon avis, va continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de place. Et le dernier point des valeurs de croissance, c'est assez intéressant ce débat, parce qu'on dit est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il ne faut pas acheter, c'est un petit peu récurrent. Je ne parle pas de ce plateau, je parle en général depuis que je fais ce métier. Ma réponse a toujours été la même. Oui, il faut acheter des valeurs de croissance. Ce qui fonctionne en bourse à long terme, ce sont les valeurs de croissance. Donc ce n'est pas parce que après des années de surperformance, il y a un coup d'arrêt pendant 3 mois, qu'on va jeter les valeurs de croissance. En revanche, là où je serais beaucoup plus prudent, c'est ce que je viens de dire il y a quelques minutes, c'est que dans les valeurs de croissance, tout ne se vaut pas. Il y a des valeurs de croissance qui se payent 20, 25, 30, 35 fois les résultats.
Bon, il y a un petit ajustement, ça fait partie, ça ne me choque pas. Mais quand on voit les valorisations atteintes de sociétés en perte, en hypercroissance, ou avec des multiples absolument délirants qui rappellent la bulle de 2000, dans certains cas peut-être pire, là je dis, c'est pas parce que ça a perdu peut-être même 40-50% qu'il faut y retourner. Et je ferai vraiment le distinguo. Donc un socle de valeur de croissance raisonnablement pricé, oui, ça sera peut-être pas ce qui va surperformer dès 22. Mais je suis d'accord avec Arnaud, sur un horizon action, 2, 3, 5 ans, bien sûr qu'il faut avoir des valeurs de croissance dans un portefeuille. Ok, et c'est quand on fait effectivement de l'ESG, c'est un peu les horizons que l'on cherche. Donc notez bien, début août, sauf si c'est décalé, c'est toujours envisageable, mais normalement c'est début août que ça commence, et donc il va falloir commencer à vous former là-dessus. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve pour faire un point avant d'ailleurs justement la fin du semestre, et je me permets de vous montrer mes indicateurs qui, j'en conviens, dans cette émission, sont pas toujours très bons, notamment sur le respect des horaires. Mais quand c'est intéressant, on en profite. Juste, j'ai noté le club des 30%. La profession est très masculine, mais j'ai commencé l'émission avec une femme et je la termine avec une femme tout de suite à l'affiche.